Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec votre tout gentil petit docteur Fred Lambert. Et pour aujourd'hui, écoutez, nous allons avoir un invité pour cette introduction, un invité qui aime le cinéma. En fait, il s'agit de mon réalisateur, de mon monteur, de mon recherchiste et chroniqueur cette fois-ci. On s'était promis qu'il viendrait faire un tour une fois de temps en temps. Et il y a cette fameuse Palme d'Or de Cannes qui vient de débarquer sur nos écrans au Québec. Et on s'est dit que c'était peut-être l'occasion d'en jaser un peu. Je n'ai pas vu le film, hélas, encore, mais peut-être que je vais avoir envie après que mon ami Olivier Chamberlain me raconte le tout. Ça va bien, Olivier? Oui, ça va bien, toi? Excellent, très bien. Alors, ce film, allons-y. Mais d'abord, tu devrais aller le voir parce que c'est un excellent film. Lui-même, il décrit comme avoir voulu faire Ruben Östlund en parlant de lui, qui est un réalisateur suédois, le réalisateur suédois de Triangle of Sadness. Oui, qui vient tout juste d'arriver. Qui vient tout juste d'arriver, qui a la Palme d'Or de cette année. Et lui-même, il décrit son film comme il a voulu faire une montagne russe pour adultes à travers ce film, donc avec des réactions, des revirements de situation tout plus loufoques les uns que les autres. Et d'abord, j'aimerais te remercier, Fred, de m'avoir fait découvrir Ruben Östlund. Ça fait plaisir. Parce que tu sais, depuis quelques temps, à fur et à mesure que je vieillis ou grandis, on me demande de plus en plus mon avis sur plein de sortes de sujets différents, des questions. Ça m'arrive souvent qu'on me prend au dépourvu avec des questions auxquelles je m'étais jamais posé ou arrêté pour réfléchir. Et après, j'ai découvert le cinéma politique, les films politiques, dont ceux de Ruben Östlund, et ça n'a pas arrangé les choses, parce que ça les a compliqués encore plus, amenant encore plus de questions autour de la table. Donc, c'est en partie à cause de Ruben Östlund, selon moi, que j'ai un peu abandonné d'avoir des idées claires sur, ou des avis clairs sur différentes questions, et je préfère maintenant me situer entre les deux, et quand on me demande des questions, je fais l'avocat du diable. Ben ouais, mais d'être ouvert, du moins. Oui, mais ça permet d'être plus ouvert aux différentes opinions, c'est ça que j'aime beaucoup. Donc, avant de parler du film Triangle of Sadness, j'aimerais faire une petite description de sa carrière pour vous aider à mieux apprécier ce film. Oui, parce que tu me disais d'ailleurs, avant qu'on commence, que moi je connaissais le film de Square, je connais Force Majeure, mais il y a un paquet d'autres trucs qu'il a fait avant ça. Il y a une carrière presque complète qui a été faite en Suède avant, dans son pays natal. Ben, raconte-moi ça. Dans une autre langue. Donc d'abord, il a commencé sa carrière avec des films de ski. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme des films de skate, c'est des films de sport avec un montage assez dynamique, avec la musique rock'n'roll ou hip-hop. C'est comme ça navigue un peu entre le clip et c'est comme d'ambiance. Là, souvent, c'est quand on va dans des magasins, il y a des écrans, c'est ça. C'est pas des films avec une trame narrative. Puis disons que c'est plus... Vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a plein d'exemples différents. Ah, ok, parfait. Libre de droit, mais en gros, c'est des films un peu de sport dans style vidéoclip, de chansons hip-hop. Donc c'est ça, il commence sa carrière avec les films de ski et il se tanne un peu des chalets de ski, de traverser l'Europe tout le temps et filmer les mêmes choses. Donc il décide de s'inscrire à l'école de cinéma. Il va tout de suite tomber en amour. Avec le cinéma, il va commencer à réaliser des documentaires, dont un sur la gang d'amis avec laquelle il filmait ses films de ski, un documentaire assez intrusif sur leur relation. Il commence directement à être plus personnel avec ses films, comme par exemple avec un autre film qu'il fera un peu plus tard, dans lequel il essaye de remettre ses parents divorcés quand ils étaient petits ensemble. Donc, un peu. Pas nécessairement une bonne idée, là. Ouais, je sais pas comment ça se déroule, puisque je n'ai pas pu voir le film, malheureusement. C'est introuvable. J'essaie par tous mes moyens, mais j'y suis pas arrivé.
Donc, il enchaîne les clips de musique, les courts-métrages, quelques autres documentaires. Et il fait aussi ses 2 premiers longs-métrages, qui sont, encore une fois, suédois, tout en suédois, avec une production suédoise et qui sont... qui sont introuvables. Qui sont aussi introuvables, bon, encore une fois. Mm-hmm. Mais il a fait un autre film qui a connu un certain succès, si je me souviens bien. Oui, puisqu'il est allé à Cannes, et là, on parle de Play. Donc, c'est son premier film qui est allé à Cannes. Malheureusement, il n'a rien gagné, mais c'est un film... C'est un film politique, encore une fois, qui raconte, qui se base sur un fait divers qui est passé dans les journaux, qui racontait l'histoire d'un petit groupe de jeunes qui allaient se faire rachaler pour se faire voler leur téléphone par un autre plus gros groupe d'enfants d'une ethnie différente. Et donc, ça aborde la question de l'immigration, ça aborde comment aborder ce genre de situation-là, comment réagir face à ça, parce que c'est pas une question facile, et c'est quelque chose qui est peu utilisé au cinéma, comme quelque chose qui est peu représenté au cinéma. Donc il enchaîne ensuite avec Force majeure, qui est un autre de ces films qui ont connu un succès international à cause, entre autres, de Play qui allait à Cannes précédemment, et c'est là que je vais vous parler d'un peu d'un héritage. En même temps, ça fait référence à... Force majeure fait référence à ce film de ski, puisque ça se déroule dans un hôtel de ski. Exact. Et c'est là que je vais vous parler de l'héritage de ces films de ski. Donc, premièrement, et de ses documentaires, puisque il filme beaucoup ses films en longue focale, comme ses films de ski. Longue focale, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est le concept de filmer de loin de son objectif, mais en zoomant. Comme un peu un documentaire animalier. Ce genre de format-là, ça permet d'avoir une vision plus objective de ce qu'on observe. Donc, c'est quelque chose qui est présent dans ces films plus récents et qui s'améliore, je trouve, à travers ces films. Donc, entre Play, qui était très mis sur des plans séquences avec des tableaux dont la caméra restait très souvent une trentaine de secondes après que l'objectif soit parti. Donc qui était beaucoup plus peut-être moins grand public. Avec Force majeure, il faisait déjà. Il le fait encore, mais il adopte plutôt il mélange ça avec des méthodes un peu plus fluides, comme il y a des travelling, contrairement à dans Play, il y a des plans un peu plus serrés. Donc, il change un peu ça, et il s'améliore encore une fois avec son prochain film qui est The Square, qui, selon moi, avait obtenu un certain équilibre plus parfait entre les deux. Puisqu'on pouvait reconnaître son style, et ça permettait d'observer tout ce qui était voulu à travers ce style. Donc, on pouvait avoir une vue plus objective. C'était parfois, ça rendait les scènes plus angoissantes parfois, parce qu'on avait l'impression de pouvoir assister à des choses, mais des événements, mais sans pouvoir y intervenir. Exact. Donc, ça avait obtenu cet équilibre-là, mais on s'ennuyait pas du tout, puisque c'était très dynamique. Le film nous emmène dans plusieurs directions différentes, et on n'est jamais ennuyé devant ce film. Donc là, on arrive à Triangle of Sadness, qui est son film le plus récent. Et d'abord, j'aimerais inviter le monde qui ne veulent pas se faire divulgacher à quitter cette conversation. Puisque même si ce n'est pas un film à spoil, comme on dirait, il y a quand même certains revirements de situation qui peuvent être agréables Parfait. À suivre. Tout le monde est averti alors. Voilà. Parfait. Donc, le film se déroule autour d'un couple de mannequins ou influenceurs qui gagnent une croisière de luxe. Donc, dans cette croisière, ils se retrouvent parmi des ultra-riches, des personnes plutôt pour le capitalisme, d'autres pour le communisme. Et après un accident sur le bateau,
le bateau coule, l'embarcation coule et ils se retrouvent tous sur une île déserte OK. dans laquelle ils vont devoir essayer de coopérer pour se sortir de là. Donc, c'est un film qui aborde des questions politiques, encore une fois. Et c'est un film qui se déroule en 3 parties. Moi, j'ai vu 3 manières différentes à travers ces 3 parties d'aborder la question de l'argent. Donc, à travers plusieurs points de vue. Et comme avec ces précédents films, il y a tout le temps au moins une scène qui marque tout le monde dans la salle, qui fait réagir. Ouais. Et qui est physique, là, qu'on on se sent pas bien de regarder cette scène-là. Là. un souvenir qui va vous hanter après le film. Et si vous allez voir le film, moi, la scène qui m'a marqué, vous allez comprendre c'est laquelle quand vous aurez envie de vomir. OK, Donc, parfait, on va retenir ça. Donc, c'est une scène qui est vraiment qui est forte, qui fait, si vous allez voir au cinéma, qui est très immersive. Et alors, Ruben Östlund dit que ce film fait partie d'une trilogie avec The Square, Force majeure et Triangle of Sadness. OK, et cette trilogie, à propos de quoi? Ça traiterait de être un homme à notre époque. Différentes étapes pour devenir un homme? Non, plutôt, qu'est-ce que ça représente être un homme? Okay. Qu'est-ce que c'est? J'ai adoré ce film. C'est une expérience vraiment extraordinaire à vivre. Donc, si vous avez la chance d'aller voir, allez le voir. Parfait. C'est vraiment un beau film. Mon seul petit bémol, ce serait que, comme je l'avais dit plus tôt, sur moi, The Square avait rempli certaines égalités en étant assez dynamique pour qu'on ne s'ennuie pas. Mm-hmm. Mais on gardait toujours ce style de Ruben Östlund, un peu documentaire, film de ski, qui rendait plus d'immersion à travers le film. Ouais. Et c'est ce que je reprocherais avec Triangle of Sadness, c'est que il est peut-être allé trop loin dans la méthode plus classique de réaliser des films. J'aurais aimé encore mieux le reconnaître à travers ses plans. OK. Ouais, sûrement qu'il a expérimenté des choses. Et petite remarque, c'est son premier film fait presque entièrement en anglais. Il y a seulement une petite scène en suédois. Tous ses autres films étaient principalement en suédois et il y avait un peu moins d'anglais. OK. Donc, c'est peut-être une ouverture vers le marché américain aussi en même temps, mais... Cool. Mais écoute, merci beaucoup pour cette présentation, merci. Olivier. On va aller voir ça. Et pour ma part, aujourd'hui, j'ai eu la chance de discuter une magnifique heure avec un être humain que j'adore. Et c'est cette chère Chantal Lamarre. Comédienne maniant l'humour avec un style unique, animatrice efficace à la répartie hilarante, sa vaste culture la rend tout à fait polyvalente. Diplômée en art dramatique à l'Université du Québec à Montréal en 1984, Chantal Lamarre s'est immédiatement distinguée comme actrice comique dans plusieurs émissions populaires dont Rock et Belles Oreilles, Sans Limite et La Petite Vie, en plus d'évoluer dans une dizaine d'années à la LNI. Elle a su révéler son talent dramatique dans Les Héritiers du Val, Ouattatata et Virginie, sans délaisser la comédie avec Caméra Café et Les Boys. Éclectique et vulgarisatrice, elle est devenue une chroniqueuse de premier choix, participant notamment au talk show Le Grand Blond avec un show sournois et surtout à Infoman. Elle s'est distinguée au fil des ans dans Les Trois Mousquetaires, Les Lionnes, Les Dieux de la danse et C'est juste de la télé, en plus d'animer et de co-animer les émissions Tout le monde tout nu. À table, On passe à l'histoire et depuis quelque temps Culturama, entre autres. Son expérience l'a naturellement menée à la radio comme collaboratrice pour On n'est pas sorti de l'auberge, Les bronzés font de la radio et comme animatrice de Près de chez vous et Cocktail sous la couette. Voici ma conversation avec Chantal Lamarre.
Donc ça, c'est ton souvenir d'un certain J'ai pavillon. beaucoup de souvenirs de Lucas, mais je me souviens surtout que c'était comme tu sais, on avait un tout petit département, pas de locaux pour répéter, on s'arrangeait, on était bien heureux. Mais Là. à l'époque que tu avais étudié ici, justement, en théâtre, c'était 1982-3. Ouais, ça, puis le département existait quand même Il existait depuis les années longtemps. 70, oui. OK. Oui. Donc, il n'y avait pas vraiment... Mais je sais pas, ça prenait de l'ampleur. Il y avait plus d'étudiants et on montait plus de production. Je sais pas pourquoi on manquait de place à ce point-là. Maintenant, ils sont déménagés puis c'est beaucoup, beaucoup mieux. Ben oui, entre autres. Puis en plus, il y a tellement de bons comédiens qui sortent de là. Maintenant, il n'y a pas juste le Conservatoire de Montréal. Toi, t'avais-tu fait un peu tout ça? Quand tu étais jeune, tu viens d'où exactement? J'ai jamais su d'où tu venais. Tu viens de Montréal? Ah, c'est un mystère. Mm-hmm. Je vais regarder ça de même. Non, moi, je viens de la Rive-Sud et puis j'ai commencé à faire comme du théâtre au cégep. OK. À l'école secondaire, je sais pas pourquoi, c'était pas invitant. Ça me tentait, j'avais la pulsion, mais pouf. Tu sais, je regardais qui montait ça, qui s'occupait de ça. Tu sais, mais j'étais là un jour, je tenterais ça. Non, moi, j'étais plus une fille d'art plastique. J'étais plus... OK, art visuel. Ouais, heureusement que j'ai fait du théâtre parce que sinon, je serais resté un beau sauvageon. Moi, dans un atelier, là, puis il n'y a plus de jour, plus de nuit, plus de... Ah oui? Ah oui, puis c'est encore... À ce point-là? Ah oui, c'est encore l'appel que j'ai d'avoir la paix dans une place où il y a du soleil, de la musique, puis je suis en train de bisouner quelque chose. C'est mon fantasme ultime. Je trouve ça trop relationnel, ce que je fais. Faut parler à trop de monde. Mais parce que c'est vrai que je t'ai vu, tu as déjà été porte-parole, je crois, pour la levée de fonds pour les impatients. Ah oui! Donc, mine de rien, je veux dire, en plus, c'est une super bonne cause. Et t'aimes l'art visuel, mais toi, tu collectionnes-tu, t'achètes-tu des fois des œuvres? Écoute, si j'avais des sous, là, c'est sûr que j'en achèterais. Mais j'en ai eu des impulsions. J'ai acheté des affaires c'est trop cher pour mes moyens, mais il fallait que je le possède. Ah ouais? Puis, oui, tu sais, j'ai aucune envie d'avoir un gros char, une grosse maison, des meubles. Moi, ma blonde, puis moi, on fait ça, tu sais, à chaque année, on essaie d'acheter une œuvre à prix abordable. Évidemment, on n'a pas de voiture, mais tu sais, on magasine, on prend notre temps, on essaie de regarder, puis on essaie du moins d'essayer d'acheter des artistes qui sont vivants. T'sais, des fois, c'est sûr qu'il y a des classiques, tu fais d'ailleurs telle personne, mais non, c'est trippant. Puis justement, les impatients, c'est cool pour ça. C'est vraiment... moi, pendant des années, là, c'est parce qu'il y a eu la pandémie, mais j'anime l'Encan. Oui, et puis, qui est le fun en plus. Oui. Oui, j'ai déjà acheté des pièces, mais non, ça, je dépenserais. Là, c'était écœurant. Ça, j'aurais une jouissance. Là. À chaque année, il faut que je me retienne. Mais, donc, toi, t'avais l'art visuel, t'aimais pas mal ça. Finalement, c'est rendu au cégep, mais t'es allé au cégep, pas en art dramatique. Non, ça n'existait pas vraiment. En art plastique. En art plastique, OK. Oui. Okay. Puis, littérature, lettres, tout ça. Là, puis... on a monté un show, puis j'ai fait ça va être bon pour toi. Mm-hmm. Ça va, je pense que le besoin d'avoir une famille, là, le besoin d'être avec une gang et tout ça, puis parce que je pense que plus je suis toute seule, puis ça aurait pas été bon. Non. Ça aurait pas été... non. Moi, je partais d'une enfant timorée, là, vraiment très, 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 très timide, renfermée avec des amis, mais qui crée un monde pour son ami. Mais tu sais, qui n'a pas du tout le grand entre-gens, là. Ouais. Tu sais, les enfants, là, ça va tout seul, ça rentre quelque part, ça parle. Moi, tout c'était dur. Moi, c'est tellement bizarre que tu dises tout ça. Il y a de la misère à rentrer dans un autobus plein d'enfants. Une fête d'enfants. Je bloquais là à la porte, je les entendais crier, puis je voulais pas être là. Wow. Pas en tout. Fait que quand j'ai fait du théâtre, j'ai fait là, c'est vraiment en lien avec beaucoup de gens. Tu donnes, ils te répondent dans la création de ce que tu es en train de faire, mais le sentiment aussi, tu sais. J'ai vu Molière aussi, je pense, à la même époque, je me suis dit, ça, c'est quand même formidable de vivre une famille, la troupe. Oui, le sentiment de gang, mais aussi, je trouve ça drôle, tu dis, les fêtes d'enfants, l'autobus, mais ça, c'est tout du réel, alors que quand tu es en art dramatique, c'est le faux. Oui. Tu t'amuses à créer des choses qui sont pas vraies, des fausses émotions, du moins tu puises
plus quelque part pour essayer de prétendre. C'est prétendre, là. C'est prétendre professionnellement quelque chose. Mais ça allait, ça. Prétendre, justement, pour toi. Ben, créer un monde. Je devais trouver la vie plate. Puis, tu sais, non, mais cette espèce de... Je sais pas, regarde le monde autour de toi, comment tout va tendre et converger à ce que nos enfants fassent quelque chose de payant, d'utile. Bon, tu sais, moi, je me dis, Colin, c'est le fun. J'ai écouté David Bowie, j'ai eu le droit d'être timoré, puis j'ai eu le droit de vouloir m'épanouir, puis m'affranchir avec... C'est un monde parallèle, là, tu sais, ça reste mystérieux pour bien du monde, là, ce qu'on fait. Tellement. Ben oui. Puis sûrement tu le vis, là, dans ton voisinage, dans ton quartier, tu commences à parler un peu avec les gens, puis quand tu commences à te dire ta profession... D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai une question, parce que ton chum, comédien, clair, moi, je le connais comme comédien. Toi, tu arrives dans un... OK. Tu t'en vas en voyage en Italie avec ton chum, OK? Mise en situation. OK, c'est super parfait. le fun. C'est super le fun. Vous arrivez à Rome. Ouais. Et là, vous dites, ah ouais, les gros centres urbains. Ah ouais, dans un petit village. Vous allez à Panzano. C'est super le fun. Vous allez manger dans un resto. C'est une belle soirée. Il y a un couple à côté que vous ne connaissez pas, d'Américains. Vous discutez. C'est sympathique. Des touristes comme vous autres, blablabla. Il vient le temps du moment de se dire, parce qu'il faut se définir dans la vie, dire son nom. Et vous faites quoi? Ton chum, je le vois très bien faire. Ben, je suis comédien. Toi, tu dis quoi? C'est drôle, mon chum ne dira pas ça. Non, il ne dirait pas ça? Non. C'est genre que tu me dises aussi qu'est-ce qu'il c'est dirait. moi qui va prendre le plancher en disant « We're both actors ». Ou bien je vais dire « I'm a clown, I'm a professional clown ». Juste pour ouvrir la porte, puis après ça, il va falloir expliquer un peu plus. Mais ça, c'est après une bouteille de vin, là. Mais toi, mais ultimement, quand tu te présentes, c'est difficile un peu. Même quand j'expliquais à des gens à qui tu étais, des gens qui ne te connaissent pas d'ailleurs, qui sont plus jeunes, là, mettons, qui ont 16-18 ans. Oui, ça va arriver de plus en plus. Ça va arriver. C'est bien parfait. Ça va arriver de plus en plus. Quand j'expliquais, je dis, c'est comédienne, mais aussi elle écrit de l'humour. Elle anime aussi. À un moment donné, le pedigree il est assez gros, il est assez varié. Femme de télé, je sais pas, c'est ça un peu? Non. Oui, mais en même temps... Pas vraiment. Ben non, mais c'est né de femme de théâtre, c'est né d'entertainment, là, tu sais, c'est tous ces petits morceaux-là ramassés, mais surtout pas une vedette populaire, tu sais. Non, tu dirais pas? Oh non. Oh non, ça, je me reconnais pas là-dedans, je m'inscris pas là-dedans, ça me tente pas. Mais t'as quand même eu le droit peut-être un peu à ton lot le 7 jours et lundi, des nouvelles. Non, jamais. T'as jamais eu à répondre tes 50 petits secrets? Oui. Non, j'y échappe. Bravo. Ben oui, j'ai toujours un bon gros lumbago. Pas que je lève le nez là-dessus du tout. Non. Je trouve que j'ai pas d'affaires là. Je me reconnais pas là-dedans. Si on me pose une question, je suis affable et je vais répondre. Là, tu sais, faut vendre un nouveau show par exemple, tout ça. Mais sinon là, je me crée pas là, mais pas une seconde. Mon bonheur dans ce métier-là. Puis pourquoi j'ai continué? Ben, c'est vraiment tout le monde que j'ai rencontré. Moi, là, une entreprise, on s'est rencontrés Les Bronzés font de la radio. Oui, certes. Bon, toi, t'es un musicien classique. Il y a Jean-Philippe Cipriani. Je connais un peu Jean-Sébastien Girard. Moi, puis il y a Sophie Traversy que j'ai rencontrée sur une autre... Tu sais, mais pour moi, c'est organique. C'est comme ami d'amis. Bon, on invite Chantal, il y a quelqu'un qui va l'aimer ici, là, et il y a quelque chose qui prend. Ouais. Puis tu rencontres du monde avec qui tu dis « Ah, écoute, si ça durait 10 ans, cette affaire-là, je serais bien correct. Exactement. Je serais bien contente. Ouais. Je les aime, c'est le fun, on s'apporte quelque chose, on se nourrit. Tu sais, ben moi, là, c'est complet. Mais là, mettons, si on regarde dans ton parcours, je l'ai comme analysé, je me suis amusé à regarder vraiment en détail tout ce que tu as fait. Puis il y a même des trucs que j'avais complètement oubliés. Entre autres, tu as fait des participations avec Rock et Belles Oreilles, Sans Limite, j'avais oublié Sans Limite. La Petite Vie, Watat, tout. Caméra Café, j'ai oublié même Caméra Café. Mais tout ça, il y avait beaucoup de rôles. Et il y a eu quand même un moment où, je pense qu'à un moment que tu es allé vers Infoman, et là, tu es devenue plus créatrice de contenu, justement, avec, c'est pas juste la télé, tout ça. Finalement, tu as commencé à créer des chroniques. Le métier un peu de chroniqueuse est arrivé plus à ce moment-là? Non, il est arrivé parce que moi, je jouais au théâtre. Je jouais au théâtre expérimental, je faisais des affaires avec le théâtre expérimental des femmes, je faisais du théâtre pour enfants, mais entre ces affaires-là, c'est long. Puis quand tu as juste accumulé un petit 1500, là, et puis que, ils le font rapidement, moi... petit côté hyperactif,
peut-être anxieux aussi, peut-être, hey, il faut se débrouiller mieux que ça, là, il faut aller à une autre vitesse. Puis pour moi, il y avait quelque chose d'inaccessible, tu sais, le gros rôle dans la grosse production. Bon, tu sais, oui, il y a du monde qui me connaissent, ils savent ce que je peux faire, mais tu sais, je restais plus au théâtre, puis à un moment donné, il y a une émission qui s'appelait Flash, qui était une revue de l'actualité TQS, artistique, à TQS, ouais. C'est Francis Reddy, puis Patricia Paquin. Puis, bon, ils cherchent des gens qui vont être collaborateurs, mais ils cherchent pas des chroniqueurs d'expérience. Moi, j'entends juste parler de ça, je dis, je l'essayerais, ça. Ce serait le fun, ça. Fait que, il me dit, tu sais, moi, il me rend compte, mais personne ne m'attend là-dedans. Ils ont trouvé du monde pour toutes sortes d'affaires, là. Du monde qui ont fait chambre en ville, mettons, là, tu sais. Moi, il y en a, ils me connaissent un peu, mais pas... Ouais. Et là, ils font, qu'est-ce que tu ferais, toi? Puis moi, j'ai juste dit, moi, je ferais des chroniques sur l'insolite, ou, tu sais, je trouverais des sujets far-fetch un peu, mais, tu sais, j'en ai fait une, j'en ai fait deux, puis après ça, ils ont dit, veux-tu t'occuper de la chronique culturelle? Ben, d'accord, je vais le faire. Suite à l'insolite. Oui, mais à un moment donné, je faisais les deux en même temps. Puis j'étais là, my God, mais je gagne ma vie sans souci. Les fois avant où je l'avais gagné comme ça, c'est que je faisais de la tournée toute seule pour enfants. J'étais toute seule dans le banc de neige en Abitibi au mois de février. Puis il n'y avait pas de GPS dans ce temps-là. Puis autant j'aimais faire le spectacle avec les enfants, autant je trouvais que ma vie était difficile, puis je me voyais bien mal faire ça longtemps. J'étais là, je veux faire une tournée, mais avec une gang de monde. Un peu mieux encadré que moi, mes deux poches de hockey, là. Puis, alors, quand je me suis mis à faire Flash, le feu a pris. Tu sais, c'était comme, elle, quand tu t'allumes le Kodak, à part, elle prend en place. Okay. C'est ce que j'ai entendu. Puis là, j'ai rencontré des gens à Radio-Canada qui m'ont dit, bon, on veut une émission du matin. Et puis j'avais fait la LNI aussi. Alors, ce serait avec des camarades de la LNI. Là, je me suis ramassée avec, tu sais, pas une situation de pigiste, une job, une vraie situation, parce qu'une quotidienne, tous les jours, à Radio-Canada. C'était la manne, là, tu sais. Puis, j'étais là. Je suis bien mieux là. C'est hyper créatif. Moi, je mettais vraiment ma patte dans tout. Là. J'écrivais des sketchs au début, puis je faisais plein de chroniques, puis on avait beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis il y avait de l'argent, là. Un band tous les jours qui était là. Ben, tu sais, on avait le band de maison, puis, mais des chanteurs. Puis la production, c'était Les Trois Mousquetaires. C'était le matin. Ouais. Oui, les Trois Mousquetaires, ouais. C'était le matin, ce qui faisait que si tu avais à jouer le soir au théâtre... Parfait, j'y allais. J'avais le jus pour le faire. Ben oui. C'était 9 heures. Puis je revenais faire un somme, puis je pouvais aller jouer mon show de théâtre. Après. Fait qu'à partir de là, c'était vraiment plus l'animation qui me sollicitait. Puis des fois, je disais non au jeu parce que j'avais pas cette disponibilité-là. Mais quand même, là, après, t'es tombé à de l'animation. Parce que faire un sketch, faire une chronique, OK, je suis d'accord. Je veux dire, ça peut s'apprendre un peu par soi-même. L'animation, tu l'as appris par toi-même ou t'as été coaché? Il n'y a personne. J'aurais pu demander à quelqu'un, mais non. Je me serais pas senti à la hauteur. J'aimais mieux plonger. Là. Je vais essayer. Puis si c'est pas bon, c'est pas bon. Puis c'est pas grave. Bon, essai-erreur. Ben et oui. on repart. Ben Parce que oui. t'as donné un cours à l'École nationale d'humour sur justement des événements corporatifs. Oui, mais ça, c'est de l'animation d'événements. C'est vraiment des acteurs qui disaient, j'aimerais ça essayer ça. Je pourrais avoir cette corde-là à mon arc. Puis je l'ai faite beaucoup pour toutes sortes d'affaires. Des petits organismes, des grandes, tu sais, la CSN, de la télé, tu sais. Mais c'est quoi que tu fais exactement? Tu coaches les gens? Oui, je vais vous coacher. On va faire de la simulation. On va essayer de regarder qu'est-ce que tu aimerais faire, de quelle façon tu t'y prends, comment tu te présentes comme si jamais il y a une opportunité d'animer quelque chose, qu'est-ce que toi tu peux apporter, pourquoi ils vont te reprendre l'année prochaine. C'est à peu près ça ma prétention, ma partance, et puis je les suis. Puis, tu as des mises en situation? Oui. Aujourd'hui, il va y avoir 500 personnes qui ben, choisis un organisme qui te tient à cœur. Parle-moi de Leucan ou d'un orchestre de chambre qui a besoin d'argent, puis tu y vas. On y va, puis on regarde plein de monde qui anime plein d'affaires, puis on dit, trouve ta couleur, trouve ton fun à faire ça. Puis ensuite, ben c'est sûr que c'est une autre affaire où faut que tu te manifestes. Mais c'était avec l'École nationale de l'humour, sûrement. Mais là, j'ai travaillé là souvent avant. C'est pour ça que j'avais un pied dans la porte. Moi, j'ai fait beaucoup de mise en scène avec des humoristes. Oui, ça, je sais. Ça, ouais. Tu avais gagné d'ailleurs. Tu avais gagné en 2010, je pense, un prix, un Olivier pour ça. De la mise en scène d'humour. Tu as écrit du sketch aussi pour beaucoup, beaucoup de gens.
Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on discute rien qu'un petit moment, parce que quand on a commencé à faire les bronzés, je pense que c'est Jean-Philippe Cipriani, on parlait de toi avant, puis il dit, tu sais, elle a écrit des sketchs pour tout le monde, Chantal, puis elle avait fait, entre autres, le sketch de Jean-Marc Parent, le fameux sketch. Comment on l'appelle quoi, le sketch de l'handicapé? Oui, ça s'appelle l'handicapé, ce numéro-là, oui. Puis l'autre fois, je réécoutais plein de trucs. Tu sais, aujourd'hui, est-ce que ce sketch-là pourrait exister? Je me suis même posé la question l'autre fois. Je me suis dit, puis j'étais curieux d'avoir ton point de vue là-dessus, étant donné qu'on est quand même dans un moment assez intéressant où les choses changent beaucoup, parce que même du point de vue handicapé, aux États-Unis, surtout en Angleterre, il y a du stand-up, il y a des gens handicapés maintenant qui font du stand-up. Ouais. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Jean-Marc Parent fait cette espèce de numéro-là qui était, je pense, bien que me mettre en contexte, c'était pour un ami? C'était un ami? Non, en fait, lui, il y a eu ce flash-là. Il n'a pas fait grand-chose avant. Il a fait un peu de sketch avec moi, un peu d'impro. Il étudie en travail social. Il est intervenant social. Mais lui, je parle de Jean-Marc Parent, j'ouvre une parenthèse. Ouais. C'est un garçon absolument particulier. Il est orphelin tout jeune. Il vit tout seul, tout jeune. C'est un cas. C'est mon voisin à Saint-Jean. Il m'a toujours intrigué parce que je me dis, comme ce garçon-là se débrouille tout seul. Vraiment, il est d'une drôlerie dans la vie. Il est irrésistible. Et puis, mais on est loin. Il aime les chars, il aime les pitounes, il aime les... Tu sais, on se ressemble pas. Mais on se fait beaucoup, beaucoup rire. Puis le jour où il se dit, je veux faire ça comme métier, je veux toujours bien essayer, il me cherche, puis il me trouve. Puis là, il dit, j'ai ce flash-là, mais aujourd'hui, ça serait tout de suite, oublie ça, passe à d'autres choses, ferme le rideau, mets un cadenas. On fera pas ça parce qu'on va se faire ramasser. Tu sais. C'est sûr. Mais il veut le faire parce qu'il connaît André Vigée, parce qu'il a passé du temps avec, puis il disait, ça serait drôle quand même de dénoncer drôlement toutes sortes de situations c'était un gars qui avait la paralysie cérébrale, ce qu'il vit. Puis il le fait, puis il l'a bien, à un point tel que tu penses que c'en est un, puis quand les gens le connaissent pas, il se levait à la fin, puis il saluait, puis le monde était comme... Parce que tout le monde, pendant le sketch, au début, ils sont sûrs que c'est un handicapé qui le fait. Fait qu'il y a eu vraiment un flair du maudit, parce que là, ça a marché, puis tout le monde, après ça, voulait faire quelque chose avec Jean-Marc, puis j'ai travaillé sur son premier show solo. Là. OK. Dans lequel tu as fait la mise en scène, mais tu as écrit avec lui. J'écrivais des affaires avec lui. Oui, okay. Je riais avec lui, on riait, puis on l'écrivait. Puis ça, c'était une grande épiphanie, parce que j'ai fait, c'est quand même pas croyable, de faire, hey, on va avoir de l'argent pour être tombé à terre en se tenant une côte, là, ouais. Puis ça vient avec... Il y a de la difficulté aussi avec ça, mais le matériau, c'est rire. Fait que, tu sais, si on se fait rire, c'est ça. Quand on faisait un bronzé, si on s'était fait rire, on disait, bon, on a tout fait quelque chose. C'est clair. Puis d'autres fois, on disait, bon, à la semaine prochaine. Mais le pire, c'est comme dans tout, tu sais, parce que même les bronzés, j'ai réécouté il y a un moment donné des trucs que j'avais fait, puis je me disais, oh mon Dieu, je pourrais pas refaire ce sketch-là aujourd'hui. Là, il y avait des trucs que je disais. Comme quoi? Mais, écoute, je me rappelle même, c'était quoi, donc? C'était sur les ruptures amoureuses. C'est fou le cliché, là, comme épouvantable. Tu sais, ça fait pas si longtemps que ça. Mais t'étais plus jeune. J'étais plus jeune, puis c'était aussi, écoute, mine de rien, c'est 2013. Écoute, c'est presque 10 ans, ben là, on évolue, on change. Puis même la société change, surtout en ce moment, avec l'humour. Il y a une frilosité, par exemple? Là? Il y a une frilosité. Alors ça, oui, ça, il y en a une. Est-ce que... Il y en a plein qui disent que faire de l'humour, c'est rendu un peu dangereux, nanana. Il y en a d'autres qui disent, non, c'est l'opportunité justement de redéfinir un peu les trucs, les standards. Il y a des gens un peu... comme Gabzy, qui est arrivé avec un stand-up qui était vraiment pas mon genre, mais qui est un peu qui est un nouveau style d'humour. Toi, comment tu te positionnes justement après, avec les nouveaux courants? Est-ce que tu continues à être assez à l'affût des nouveaux humoristes? Non. Non. Moi, de toute façon... non, mais moi, je viens du théâtre, OK? Puis on faisait du théâtre expérimental, puis de la LNI, puis tout ça. Puis le stand-up, ça n'a jamais été... Quoi? Ben non, j'ai dirigé du monde, j'ai écrit des... Mais ça me lasse. Ça t'allume pas? Ben non, moi, ça me prend une plus grande théâtralité. J'en ai vu des shows. Il y a du monde que j'aime. Il y a des génies, là, tu sais. Il y a des sketchs que j'ai vus à l'envers, à l'endroit des George Carlin, mais j'aime bien mieux John Belushi, moi. J'aime bien mieux la transe. John Belushi. Ça, j'aime bien mieux ça.
la théâtralité, tu sais, là, je travaille avec Christian Bégin. Pourquoi? Ben parce que c'est un acteur, tu sais. Puis parce qu'il n'est pas en train de faire la formule ligne punch, un rire, un gag, parce que, écoute, sinon, je cogne des clous vite. Puis, oui. J'ai jamais envie d'aller voir ça. J'ai jamais le goût d'aller voir ça. J'aime bien mieux, là, vraiment, de la musique obscure, un show absconce, étrange. Une sitcom a rompu plus. Christ que ça me tente pas. Non. Puis des fois, je vais essayer, mon gars va me montrer quelque chose, je vais faire, oui, c'est vrai, ça a quelque chose, mais c'est vraiment pas ce que j'ai le goût de regarder. C'est pas ce que tu as le goût de regarder. Ah, mon Dieu, c'est comme... Ben non, mais je fais ça toute la semaine, trouver quelque chose d'essayer de trouver quelque chose de drôle pour Infoman, puis en même temps... J'avoue. Tu sais, voilà, puis twister la réalité pour venir insuffler un petit peu de drôle, puis à vivre un bon drame, là. Un bon drame, oui, mais c'est sûr, hein, sûrement que quand c'est ça de métier, à essayer de faire rire, tu vas plus ailleurs. Puis les humoristes qui sont obligés de tout faire juste de l'autoréférentiel, là, ça me gaze terriblement. Moi, là, l'humour bitch, là, je suis avec toi, là, puis je commence en disant que tu cales, t'as rien qu'un petit toupette dessus, puis toi, tu me dis que je suis vieille. Puis toi, je te dis, la musique, c'était payant, puis toi, tu me dis, puis toi, t'as raté... ça, là, je veux tuer, là. Je suis plus capable, là. Je veux pas embarquer là-dedans, là. Donne-moi pas un texte de même, parce que moi, t'as le saboté ou moi l'avoir le gros lumbago, j'irai pas faire ça. Puis quand je vois du monde pogné pour faire ça, j'ai déjà écrit, là, in situ à quelqu'un. Hey, si tu t'en vas, là, si je vois arriver, là, si vous allez vous dire, là, t'as raté ta vie, puis toi, t'as raté ta carrière, puis j'ai dit, moi, je te parle plus pendant... Puis là, mais il y a bien du monde aussi qui sont, j'imagine, un peu tannés de ça. OK, mais oui, ça c'est vrai, mais en même temps, toi, donc, quand tu dis acteur, justement, tu travailles avec Bégin, tu dis, j'aime ça avec lui, parce que justement, c'est un comédien, il peut incarner des choses, il peut aller ailleurs avec ça. Mais toi, donc, est-ce que t'es John Belushi, tu sais, c'était quand même un maître de l'humour slapstick un peu aussi. C'était physique, là, quand même. C'était complètement physique. Il était génial. Le mien, c'est Steve Martin. T'sais. Ah, moi aussi. Moi, Steve Martin, c'est mon Dieu. C'est un saltimbanque, Steve Martin. C'est un fou. Ben oui, mais il joue du banjo, bâtard, tu sais, puis il est physique, puis il est dans un monde. Moi, complètement, non, moi aussi, j'adore Steve Martin. Puis même en solo, il était capable d'embarquer, justement, de créer quelque chose qui était complètement unique, puis qui allait pas dans un humour, justement, méchant. Parce que c'est un peu, comme tu dis, cette espèce d'affaire de lancer, de roast, comme il appelle, là. Ouh! Ouais. Ah ouais, ça, tu t'éloignes de ça. Ben, pourtant, je le fais. On a cette dynamique-là, moi puis Jean-René, mais je dis toujours qu'on fait ça. C'était une espèce de rapport pour court-circuiter des affaires. Puis moi, je dis toujours, je suis son Auguste, puis lui, c'est mon clown blanc. C'est moi qui y écris ça place le personnage. Toi, Chantal, t'es dans le rêve, puis t'as fait un cours de clown, puis moi, je suis le scientifique. On a cette dynamique-là, mais je trouve que c'est plus ça, les gobelets, que... Mais dans Infoman, t'as plusieurs chapeaux en même temps là-dedans. Là. T'écris en général... Ben, j'écris mon petit bout. Mais est-ce que t'écris aussi, il y a d'autres segments où est-ce que vous participez? Est-ce que vous échangez la balle ou vous y allez vraiment individuellement? On va être idéateur, mais tu sais, l'émission, ça va vite. Mais ça. Quand le monde dit c'est pas assez long, 20 minutes, et là, tu sais, Jean-René, il est lessivé, là, quand même, pour avoir trouvé son 20 minutes. Il est allé jusqu'à Ottawa, des fois jusqu'à Québec. Lui, bon, il a sa façon de voir et de faire les affaires. MC Gilles, il est sur le terrain. Ouais. Il va aller tourner des affaires. Puis moi, il y a vraiment une plus grande théâtralité dans mes affaires. Puis c'est comme, oups, ça finit l'émission de patte en l'air. Mais on va aider... à conceptualiser, mettons, le show de fin d'année, trouver une idée, tout le monde ensemble. Oui, c'est quand même un travail d'équipe, là, mais c'est pas évident aussi, là. Mais puis depuis, ça fait 20 ans. Ça fait 100 ans. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. 23 ans, pardon. Ouais. Puis tu continues à avoir des bonnes idées à t'inspirer. Je veux dire, la société québécoise est assez riche en rigoladerie, on pourrait dire, pour faire ça. Là. Hey, je me suis posé une question. Il y a 2 semaines, je pense, Marc Cassivi avait... ce temps-ci, il est en feu. Là, il aurait pu écrire des affaires intéressantes. Il a écrit un truc qui s'appelle Verrou-qui. L'as-tu lu, l'article? Oui. Intéressant, sur lequel il y a des jeunes étudiants en arts et technologie, je pense, qui avaient lors d'un exposé, n'avaient aucune idée qui était Véronique Cloutier. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu l'article, allez lire l'article Verrou-qui de Marc Cassivi dans la presse. Et il y a toute une remise en question sur la culture québécoise,
la télévision, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui. Puis tout de suite, je te jure, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à toi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y en est de tes enfants? Mes enfants ont des parents qui font de la télévision. Fait Quand même. Ils connaissent un peu. Je dirais que ma fille a comme plutôt adhéré. Elle n'est pas toujours devant l'écran, mais elle va regarder des produits québécois, assez qui est Véro. Pendant la pandémie, elle regardait direct de l'univers. Elle regarde... Tu sais, moi, je trouve, mettons, il y a Arnaud Soli qui leur parle à eux autres, là, vraiment beaucoup, mais ils vont le consommer ailleurs, vont aller chercher ça à la pièce. Moi, je trouve ça extraordinaire, ce qu'il fait aussi. Mais il n'y a pas l'espèce de fin du monde est à 7 heures. Tu sais, quelque chose qui est un rendez-vous pour eux autres. Qui réunissait... Ouais, ils vont regarder les sketchs de Marc ailleurs, par exemple. Écoute, moi, il y avait... Tu sais, tu l'as connu, je l'ai connu, tu sais, ce temps de télévision, c'était complètement fou. Tu sais, la fin du monde était à 7 heures. Tu retournais à l'école, moi, c'était mon époque, j'étais au secondaire 3, c'est quand ça a commencé. Les profs parlaient de ça. Les étudiants parlaient de ça, le concierge parlait de ça. Tu sais, je veux dire, tout le monde, c'était unanime. Mon père, au travail, parlait de ça avec ses collègues. Je veux dire, il y avait cette idée d'union, puis c'était cool de dire que j'étais multigénérationnel. C'était intelligent. Là, bon, Avant, il y a eu Rock et Belles Oreilles. Il y a eu Rock et Belles Oreilles. Les enfants étaient beaucoup nourris à Canal Famille, ta génération, j'imagine. Tu sais, fait que tu suis la télé après ça. Tu écoutais la télé avec tes parents. Tu étais assis dans le salon familial, là, tu étais assis, puis on l'écoutait, puis ça amenait des conversations, puis ça amenait... Tu sais, moi, j'ai quand même connu Jeannette Bertrand, on l'écoutait en famille, puis après, ça amenait des discussions assez piquantes, là, tu sais, sur un paquet de sujets. Mais là, ce multigénérationnel-là, télévisuel, il est vraiment... faut quand même le dire, là, c'est en train de mourir. C'est vraiment... il regarde Occupation Double. Je peux te dire que c'est pas une bonne nouvelle. Puis il y a une jeune fille qui a répondu, puis elle avait raison. Véro, elle peut pas s'identifier à ce produit-là. C'est pas elle. C'est une madame dans la quarantaine qui a des enfants adultes, puis tout ça. Puis ils ont une autre culture, puis ils consomment quand même un peu de la musique québécoise. Mes enfants, en tout cas, tu sais, ils vont voir des festivals, ils connaissent ça. Mais c'est ça. Tout le monde va avoir comme glané ici et là des petites affaires. Personne n'aura le référent, tu sais, rassembleur, là, quelque chose qui est de fédérateur. Personne ne va chanter la même chanson. Là, mais tu sais, toi, tu es proche de tes enfants, mais tu sens pas cette distance-là encore avec tes enfants? Oui, tu la sens? Tu la sens? Que leurs amis vont venir chez nous, puis ils savent pas ce qu'on fait, puis on n'en parle pas, puis ça finit là. Puis ils n'en ont aucune idée. Ils ne sauront pas. Non. Puis tu sais, je suis toujours en train de me demander, est-ce que c'est navrant? Moi, je dis oui. S'ils n'ont pas développé rien d'autre que de tout le temps juste être en train de regarder des petites affaires brèves, des petits clips, sans profondeur, sans... Je m'en fais pas pour mon gars qui connaît le cinéma de répertoire, puis qui connaît tous les bands, puis je trouve qu'il est savant pour son âge. Je m'en fais pas pour ma fille qui tentaculairement dans ces deux affaires-là, mais ceux qui auront juste vu ça, le TikTok, Instagram, puis Occupation Double, je veux dire, on leur dira rien pantoute, là, nous autres, là. Je dis rien, nous, quelqu'un de comme nous autres, là, tu sais, un communicateur, là, comme nous autres, non, ça peut pas les intéresser. Peut-être aussi le long format, c'est pas quelque chose qui les intéresse non plus. Je sais pas trop, moi, tu sais, il y a des jeunes, je parlais avec des adolescents dans mon quartier, tu sais, eux autres sont maintenant, c'est YouTube, tu sais, la télévision, c'est YouTube, c'est là qu'ils trouvent leurs trucs. Et puis il m'expliquait quand même des trucs. T'sais, il me disait, il y a des trucs en France, des productions qui sont bien faites, c'est gratuit. Puis ça va quand même en profondeur sur des trucs qu'ils aiment, on va dire. Twitch, qui est comme un truc que moi je connais zéro. Je suis allé explorer un peu c'est quoi. Il y a c'est un autre monde. C'est de la nouvelle télé qui est super réelle, qui est moins produite. On pourrait dire, il y a certaines choses qui sont produites, mais c'est assez cru, c'est raw. Je sais pas trop quoi... Moi aussi, je sais pas. Des fois, est-ce que je suis triste de ça? Puis en même temps, est-ce que tu en regardes... tu dois en regarder encore pas mal, la télé. Je vais regarder la teneur des produits quand ça commence. Mais de là à dire, j'accroche, là, puis je manquerai pas un épisode de ça. Non, très peu. Très peu, c'est ça? Non, j'aime mieux lire un livre. Quand je travaille beaucoup. Sinon, je j'irais voir 4 shows par semaine, là. C'est ça. Moi, les arts vivants, c'est tes filles. J'imagine que tu les amènes quand même voir. Beaucoup. Bon. Beaucoup. Mais mes filles ne savent pas c'est quoi la télé aussi. Mais on a une télé pour mettre des films. Ouais. Des films.
Je fais tout pour leur épargner des publicités. J'essaie de ne pas montrer trop c'est quoi cette affaire-là. Mais chose première, elle fréquente les bibliothèques, fréquente le jardin botanique, le biodôme. On fait des expos, on fait des activités, puis aussi culturelles, puis théâtre, puis des concerts. Mais en même temps, toi et moi, on est dans cet univers-là. Bon, c'est un peu naturel d'amener nos enfants vers ça. Mais comme tu dis, la plupart n'ont pas accès à ça. Ils vont avoir des écrans. Bon, où est-ce qu'on va aller? L'inquiétude que Marc Cassivi pose là-dedans, je la trouve pertinente. En même temps, est-ce que c'est si triste que ça? Peut-être pas. Peut-être que les gens vont réussir à... on est dans une période de définition où les gens vont trouver qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que les jeunes, mine de rien, ils ont comme une espèce de débrouillardise qui est comme hallucinante. Là, oui, mais la télé telle qu'on la connaît, il faut en faire un deuil. Ah non, je pense que c'est bien, bel et bien terminé. Ben oui. Mais par contre, parlons pour toi, parce que Infoman, ça va bien. Ça va, il y a un public qui suit ça, qui est là. Oui. Là, ton nouveau show, Culturama, oui. Qui se porte bien, je présume. Bien, il se porte bien, mais je vais te dire que moi, Culturama, c'est comme c'est un bébé, là. On me dit, nouveau. Veux-tu proposer quelque chose sur la culture? Puis je fais oui, puis là, je suis capable de mettre les rêves un par-dessus l'autre, puis je suis capable d'aller au bat pour faire « Hey, je peux-tu inviter du monde qu'on voit pas d'habitude? » Puis ils me suivent. C'est peut-être mon âge, mon expérience, mais je suis vraiment reconnaissante. Mais je trouve qu'on laisse... Il y a peu de place quand même pour un show culturel. On met pas le spot là-dessus, on met pas tant de sous là-dessus. On donne 10 occasions dans l'année. Moi, je fais mes 10 Culturama avec joie. Grande joie, mais c'est pas comme ça que tu crées une habitude. Puis, moi, je me croise les doigts en disant faut qu'un prof d'art plastique, de cinéma, quelque part, dise à ses élèves regardez Culturama, tu sais, parce que c'est juste une porte ouverte sur plein d'objets culturels variés, là. C'est ça, c'est juste mais ça. Mais c'est un peu aller à la pêche, tu sais, oui. Parce que tu t'espères juste que quelqu'un va attraper l'hameçon de tel chorégraphe. Tu as eu des chorégraphes, tu as eu toutes sortes de gens du milieu. Du monde qui sont praticiens dans un domaine. Un domaine qu'on ne voit pas si souvent que ça. Tu sais. Puis là, ça m'amène encore... Écoute, Marc Cassivi va être enchanté de cette émission. Parce qu'il y a l'autre article qui est sorti, Je suis une guêpe. L'as-tu lu, ça? C'est sur la critique. Oui. Sur le sens de la critique au Québec. Moi, ça, c'est un sujet que je trouve amusant quand même. Parce que, tu sais, on est... La critique, c'est un peu... Ça aussi, c'est sur son déclin, quand même. Ben, écoute, toi, t'es un musicien. Oui. Bon. T'es pas passé par Claude Gingras. Oui. Ça. Oui? Ah oui, je l'ai connu. Hey, oui. J'ai mes découpures. T'as pas une petite quote, là, où il parle de toi, là? Oui. T'aurais pas dû naître? Écoute, regarde, ça mérite que je les souligne, quand même. Le règne de Claude Gingras, je l'ai vécu de 2000, quand j'ai commencé Molinerie à 2007, jusqu'à sa mort. Donc, ça fait pas si longtemps. Et quand on finissait un concert, c'était incroyable. Tu rentres sur scène, tu salues. Avant de jouer une note, tu lèves les yeux, puis là, tu le voyais dans le fond avec son béret rouge, puis là, tout est allé avec ses parties. Tu dis, OK. Tu finis de jouer, puis tu penses, il me semble que c'était pas si pire. Puis là, tu le sais que le lendemain matin, écoute, je me levais à 5 heures pour aller au dépanneur, parce que je ne fais pas endurer, puis c'était l'impression papier. Là. Puis là, tu ouvrais ça, puis ça te fait Molinerie, 2 points, perte de temps. Bon. Mais... Là, j'ai le droit. Molinerie, 2 points, gaspillage. Donc, j'ai le droit. J'achetais 3 copies. Je les ai toutes découpées. C'est tout chez moi, là. C'est fantastique. Est-ce qu'on avait besoin... Moi, je suis pour la critique. Je lis des critiques. Ben oui. Il y en a avec qui j'ai de grandes affinités. S'ils aiment quelque chose, ça se peut que j'aime ça. Ouais. Je m'ennuie des fois un petit peu de la critique spectacle, tu sais, mais je peux dire que Claude Gingras pouvait tuer quelqu'un, que Robert Lévesque pouvait tuer quelqu'un, que Louise Cousineau pouvait tuer quelqu'un, complètement. Puis ça, des fois, tu fais bon... Maintenant, la méchanceté est tous ces réseaux sociaux. Tu sais, c'est Stranger Things, là, Down Under, tout. Ah ouais, là, tu vas, écoute, ça, là, que t'es laide, puis t'es l'insignifiance, puis que ça va mal dans le monde parce que t'existes, tu vas le voir à profusion si tu fais n'importe quoi de public. Mais on dirait que dans les critiques,
ils se sont dit, bon, on cherche une sorte de bienveillance, puis ils réduisent aussi beaucoup. Énormément. Fait que c'est ça. Il reste de la place pour un 7 sur 10, ce qui dit pas grand-chose. Là. Ce qui dit pas, non, puis du 8.5, on va en avoir du 8.5. C'est presque fantastique. Oui, mais il peut y avoir un 8.5 où c'est dithyrambique, puis un 8.5 plein de bémols. Oui, à un moment donné, il va y avoir un critique qui va se lâcher là, qui va faire un 2.3 sur 10, puis là, ça va faire... Oui, mais là, maintenant, on est ben trop à fleur de peau. Écoute, ça serait de la diffamation. Mais moi, écoute, mon rapport avec la critique... Moi, j'ai toutes les critiques que j'ai eues dans le passé, je les ai toutes lues. Et rarement, j'étais en désaccord. Je lisais assez attentivement, puis je me disais, ah, OK, ouais, c'est vrai que ça a amélioré. Ça, peut-être, je suis moins d'accord, mais en même temps, je l'ai jamais pris personnel. C'est plus de l'orgueil, parce que tu dis, là, tout le monde va le lire, puis tout le monde va savoir que Molinari, gaspillage, c'est un peu triste. Après, tu lisais l'article, puis c'était triste. Il disait, ça c'était spécial. Il disait, ils ont vraiment magnifiquement joué. Seulement, le répertoire choisi était d'un pur gaspillage pour nos oreilles. Là, tu dis, ah, OK. Donc, le titre vient de là. Ben ouais, là, tu fais, ah, OK, t'as pas aimé les tunes, mais tu dis qu'on a bien fait ça. Mais quand même, les gens lisent tellement vite les journaux qu'ils se souviennent de ça. Ben, oui. Puis ça, on en met beaucoup trop, parce qu'on a l'impression que tout le monde l'a lu, puis là, puis là, tu penses, puis soyons honnêtes avec les gens, là, ils lisent, ils vont le sentir Ceux qui t'aiment pas sont contents pendant 5 minutes. Puis après, ils ont d'autres choses à faire. Les gens n'ont rien à foutre. C'est un peu vrai. Mais... c'est là que je suis d'accord avec toi pour ce qui est du sens critique il y a telle personne que je truste, il y a telle personne que j'aime beaucoup, et là, elle me dit d'aller voir ça ou d'éviter ça, et aussi le contraire, cette personne-là que je trosse pas pantoute me dit de l'éviter, souvent je vais aller si elle aime ça, ça me lasse. Non, mais tu sais, il y a tout ce rapport-là avec le critique, puis là, il y avait je pense que c'était René Richard Cyr qui était comme pas content que là, on pouvait, comme maintenant, la cote avait changé. Moi, je sais pas trop. En même temps, j'aimerais ça encore qu'il y ait un peu ce danger-là, parce que je pense qu'il y a un confort qui fait, puis les gens se remettent de moins en moins en question sur leur contenu. Non, puis il y a moins de critiques publiées, donc souvent, ils vont choisir de juste pas parler de quelque chose qu'ils n'aiment pas. Ouais. Fait que comment tu le prends? Tu te dis, voyons, on s'est passé dans le beurre complètement. Ah oui, puis là, tu le prends personnel un peu. Oui. Tu aurais presque aimé mieux un bon gaspillage, tu sais. Oui, c'est ça. Ouais. Non, c'est ça. Des fois, c'est le fameux parler en bien, parler en mal, mais parlez-en. C'est un peu bizarre. Puis tu sais, il n'y a pas beaucoup de place dans les bulletins de nouvelles. Il n'y a pas beaucoup d'émissions culturelles sur l'actualité culturelle. Fait que tu cherches une place pour que qu'on puisse parler des artistes, de leur démarche, de ce qu'ils font, c'est dur à trouver. C'est très dur à trouver. Mais là, tu as Culturama, tu as Infoman. Est-ce que tu as du temps? Ben là, tu fais un peu de radio aussi. Je fais de la radio la fin de semaine. Fin de semaine, tout le temps. Oui. Et peux-tu décrire un peu le projet de radio? C'est encore culturel? Moi, regarde, ça va être ça, là. Mais culturel très, très large. Moi, je calcule que le voyage, la cuisine, ça y va. Il y a beaucoup de choses qui peuvent... Oui, puis en même temps, c'est comme l'exercice... Chantal, es-tu capable de parler au plus grand nombre? Mm-hmm. Je le sais, là, je ne vais pas prendre 20 minutes sur Pinabauche, là, parce que c'est... Mais en même temps, c'est des radios où ça parle énormément d'économie, de sport. Fait que je fais, moi, m'obstiner. Moi, je suis en mission. Moi, je vais essayer d'être... hop la vie, divertissante et instructive. Je vais en parler. Je vais me faire un devoir de dire, bon, devoir de mémoire, là, les enfants. Là. André Brassard vient de partir. Là. Je vais vous donner une petite poignée pour essayer de découvrir que c'était... je peux pas laisser tomber ça. Là. Mm-hmm. Je trouve ça trop triste, moi, d'être devant des gens qui, non seulement ils n'ont pas la référence, ils n'ont même pas la curiosité. Si je suis capable de faire ça, là, je suis vraiment fier de mon coup. André Brassard, toi, tu l'as connu? T'as-tu travaillé avec lui? Je n'ai jamais travaillé avec lui. C'est plate. J'aurais aimé ça. J'aurais vraiment aimé ça. Mais bon, j'ai jamais été dans une distribution. Je l'ai déjà croisé quelque part. J'ai déjà dit que je l'aimais. Il y avait vraiment une aura, là, ce monsieur-là. Puis il était... moi, je te dirais, t'étais comme impressionné. Puis ça tombait tout de suite, tu sais, parce que tu disais, j'ai trouvé ça bien beau, ce que vous avez fait. Puis là, il te regardait en pleine face, t'es bien fine. Puis, il y avait quelque chose de sincère. Il voulait tout le temps comprendre un petit peu plus, tu sais, sur son... Puis des entrevues avec aussi, je le trouvais généreux, je le trouvais... Puis surtout Brassard, c'est parce que c'est par procuration. Tout le monde que je connais, où ils ont travaillé avec, où il était à l'École nationale, et
tout le monde a eu sa leçon brassarienne. Là. Dans le jeu, par exemple, tu sais, quelque chose qui s'appliquait juste à toi, puis que tu dis, je mets ça dans ma besace, puis je garde ça. Moi, c'était Robert Gravel qui était ça pour moi, tu sais. Ah oui? Ben oui, il y a plein de monde qui peuvent dire, ah, Robert, moi, je sais qui, mais j'ai pas travaillé avec. Moi, j'ai été proche. Fait que moi, c'est ça que j'ai gardé pour moi, C'est un ami, mais vous avez travaillé ensemble? Oui, vous avez fait, au théâtre, au puis à la LNI, puis Enfin, oui. Puis même dans des téléromans, puis tu sais, je prenais tout son feedback comme un privilège, tu sais. Ah oui, Puis OK. puis il n'y avait pas la prétention non plus, là, tu sais. C'était surtout pas un gourou. Puis c'est ça qu'on dit de André Brassard aussi. C'était surtout pas un gourou. C'était un passeur. C'était un penseur. Tu sais, il disait des affaires, André Brassard. Faut lire ce que Wajdi Mouawad puis Guillaume Corbeil, entre autres, ont écrit, tu sais. C'était des rencontres, puis c'était d'une lucidité et d'une fraîcheur, toujours ce qu'il disait. Il parlait du théâtre, il disait, par exemple, bon, nous autres, c'est nos vies, puis eux autres, c'est une sortie. Nous autres, on prend ça ben trop au sérieux, tu sais. Il y avait... C'est tellement vrai. C'est tellement ça, tu sais. Tu penses à ça après, puis tu relativises beaucoup de choses. Puis son intelligence à lire un texte, puis à avoir bien compris là, ce que... Peu de gens ont ça, là. Fait que t'attendais juste, j'imagine que Brassard te donne quelques clés puis tu devenais meilleur, tu sais. Ouais. Heureux ceux qui ont été sur son chemin. Ah, moi, je suis allé prendre un café chez lui une fois. Ouais. Avec qui? Écoute, c'est tellement... Moi, mon expérience à Brassard, elle n'a pas été agréable, par contre. Ah, ben c'est parce qu'il avait fait son AVC. C'était en 2008. Oui, bien 2008, sûr. Il est dans l'appartement. Il était à l'appartement, il ne peut pas... T'es avec qui? J'étais avec une amie, je sais pas si... Qui a fait l'École nationale? Même pas, non, une réalisatrice... qui avait fait un projet quand elle a fait un projet de petit documentaire quand elle était étudiante, puis elle est allée chez eux, puis elle a passé beaucoup de temps avec lui. Puis là, on marchait sur Masson, puis elle dit, c'est juste ici l'appartement. Elle dit, on pourrait aller lui dire bonjour, je suis votre content. On est allé. Il était content de nous accueillir, mais il est devenu tellement désagréable envers mon ami pour aucune raison. Ah, ça, paraît que oui, il était capable de faire ça. Puis dire des vacheries. Puis même moi, à un moment donné, je l'ai reviré, je disais, wow, ça suffit. Là, Puis là, j'ai dit ça, puis il était comme, t'es sympathique, toi. Puis là, j'étais, OK, je sais pas pourquoi. Puis les cigarettes menthol avec le coke diète. Puis je me souviens juste à quel point il y avait tellement de coffrets de DVD dans la place. J'avais jamais vu autant de coffrets de DVD. Puis là, je dis, ben là, vous devez... qu'est-ce que vous écoutez? Quelque chose d'inspirant? C'est un CSI saison 4. Les acteurs sont formidables. Ah oui. T'attendais pas à ça. Hein? Moi, il va me shooter un critérion que je connais pas, qui est caché. Ou est-ce qu'il y a un jeu d'acteurs? Ah non, ils font bien ça. Il dit, c'est articulé. Il parlait de ça, une super pièce. Ça m'a tellement fait rire. C'est dommage que tu aies vu André Brassard. C'est vrai, j'ai entendu souvent qu'il était devenu le même, puis il y a beaucoup de monde qui ont fini par plus y aller. Ouais, qui ont pris de la distance avec lui, puis écoute, chacun sa relation avec le personnage. Puis aussi avec quelqu'un avec qui je crois qu'il faut que tu passes quand même pas mal de temps puis avoir une certaine expérience pour comme je sais pas, percer le truc. Même, je pense que Michel Tremblay, puis lui, il se parlait plus. Même, je pense j'ai entendu dans un reportage qu'il y avait une relation épistolaire. Il envoyait des textes, il entendait du feedback, tout ça. C'est ça. Mais là, il va y avoir un film, là. Il va y avoir le film qui va sortir, qui est en train de se fabriquer sur eux, sur la création des Belles-Sœurs. Ouais. C'était épeurant, ça, mais on va y aller. C'est ultra épeurant. Ouais. Je serai au premier rang. Là. C'est sûr, je vais aller voir ça aussi. Parce que cette aventure théâtrale-là... Ces deux petits culs-là qui ont changé la donne. Là. Changé la donne solide. Puis j'ai hâte de voir, écoute, encore une fois, comment est-ce qu'ils vont incarner ça? Tout un défi. Ouais. Comment faire? Je sais pas trop. Donc là, tantôt, tu me disais, ben oui, moi, je vais voir des shows dès que je peux. Je vais voir... est-ce que tu vas un peu au cinéma? As-tu le temps de faire ça? Ou, je me suis tapé l'espèce de film sur Bowie. Voyons, j'ai oublié le nom du réalisateur. Ah, attends, ça, c'est pour la prescription. Moonage, OK. Ah non, ça, on se garde ça. D'ailleurs, tu m'as tellement fait rire parce que je t'ai dit, il faut préparer... Pour l'émission, il faut préparer une liste, machin. En fait, oui, parfait, lave-la. Non, je veux pas l'avoir parce que je veux la découvrir sur le moment. Ça, je t'ai écrit ça. Moi, pour être docile, niaiseuse. Non. Bon, attends, mais au cinéma, qu'est-ce que j'ai vu récemment? Non, mais c'est ça, je suis allée voir ça. J'ai eu moins de temps pour aller dans une salle de cinéma. Je regarde des affaires chez nous. Ouais. C'est comme on fait tous. Comme on fait tous maintenant, avec un bel écran. Mais moi, j'essaie quand même encore de faire... Mais donne-moi du temps, puis je vais y aller, oui.
quand même, c'est encore cool. Hey, tantôt, tu disais, Robert Gravel, c'était quelqu'un qui a eu de l'influence. Je présume qu'il fait partie un peu d'une certaine catégorie de mentors pour toi. Est-ce que tu en as eu d'autres, des gens comme ça, sur ton passage, qui t'ont vraiment guidé, qui t'ont amené beaucoup? Oh, plein. Ouais? Plein. Mais les plus importants, mettons. Oh, écoute, je te dirais un nom, puis demain, ça va en être un autre. Là. Ouais? Okay. Bah oui, tu sais, je sais pas, tu travailles avec Suzanne Lévesque, puis tu vois la vie autrement. Je sais pas, il y a 2 ans, je faisais quelque chose avec Catherine Etier, puis ça me mettait sur une espèce de rail que j'avais jamais utilisé pour aller, tu sais, j'avais l'impression d'être Mais ça, je vois un petit miroir. Je peux complètement imaginer la paire. C'était super. Super. Ah ouais, c'était génial. À peu près, vraiment beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé, j'ai fait « Ah, mon Dieu! Moi, je pense que je suis une éponge, puis je pense que, quelque part, on vole des autres, là, tu sais. Là, regarde, ça fait comme une couple de mois que je suis avec Christian Bégin, ben j'en ai pour des années, là, à vomir une réplique exactement comme je l'aurais entendu 100 fois, là, tu sais. Parce que, d'ailleurs, une sorte de mimétisme, là. T'as toujours en parler, mais c'est quoi? Il fait un stand-up? Il fait, je sais pas s'il voudrait dire ça, un stand-up. Il fait un seul en scène sur les tribulations et préoccupations d'un homme blanc, hétérosexuel, cisgenre, quinquagénaire, privilégié, qui se demande, ai-je encore le droit de parler? Ai-je encore une pertinence? Tu sais, il part un peu avec ça. Puis ensuite, c'est des réflexions. Mais tu sais, Christian Bégin est capable d'aller de la chose. Tu sais, je le dis le mot, là. Il peut être un peu sentencieux, des fois. Il peut être un peu pontifiant, tu sais. Moi, je le regarde à la TV, des fois, je fais comme il bégine, là, tu sais. Christian, il a développé, il va remplir d'une épithète, d'un adverbe et puis d'un qualificatif, tu sais. Frédéric Lambert, homme que j'ai connu, jeune, frais, vert, musicien, mais qui joue toutes les gammes, dans toutes les notes, d'une profondeur qui n'égale que sa légèreté. Tu sais, il est comme ça, là, puis il part, puis il arrête pas, puis moi, je suis cliente, ça me fait rire. C'est plus long quand il faut que tu répondes à sa question parce que tu peux partir un quart d'heure puis revenir. Mais sa drôlerie, elle vient de là. Tu sais, du gars qui se casse les nénettes. Puis c'est d'y trouver des portes aussi. Christian, tu l'écoutes. Qu'est-ce qu'il pourrait... Tu sais, je me souviens d'y avoir dit au début, Christian, hein, moi, je trouve que pour moi, sa vie, là, tu sais, c'est un gars qui a tout dans la vie, mais il est comme toujours un peu torturé. Toujours été de même. Il était jeune, comme ça, il pleurait à pleine lune. Là, c'est comme Torture in Paradise, tu sais, Christian. Oh, ouais. Toujours un peu fatigué. Un peu tristounet. Ouais, Pierrot, là, tu sais, le personnage de Pierrot, là. Mais c'est ça, il y a du drôle, il y a du jus là-dedans, là, tu sais. Fait que je dis, explique-nous comment c'est pas drôle, là, toi, c'est fatigant. Puis tu sais, ça a ouvert une porte, puis après ça, c'est le Niagara, là, vous pouvez pas vous imaginer. Je suis tanné, je m'insupporte. Puis tu sais, c'est comme, tu le sais que c'est drôle, mais qu'il y a un bon fond de vrai là-dedans, tu sais. Fait que, ouais. Même toi qui aimes pas les humoristes, je t'ai assez entendu le dire, puis d'être parfois de mauvaise foi. Oui. Moi? Ben non, mais tu disais souvent, non, j'aime pas ça. Non, moi, j'adore l'humour. J'adore l'humour, c'est ça la différence, c'est que j'aime ça, mais sauf que t'aimes rire, mais le monde de l'humour d'ici, c'est pas l'affaire qui te branche le plus. Je vais aller voir. Non, écoute, c'est parce qu'il y en a tellement. Ben oui. Là, il y en a, là. Ça n'a plus de bon sens. Ben oui. Puis ça nous amène à avoir des goûts en particulier. Tu sais, moi, c'est sûr. Tu sais, moi, écoute, je suis allé voir, juste avant Occupation Double, justement, je suis allé voir Jay du Temple qui a roulé. Il faisait un rodage pain privé, machin. Le gars, il est talentueux. Sérieusement, c'est un pas pire raconteur. Tu serais surprise. Moi, je m'attendais même pas à ça. Je me suis installé, j'ai fait « OK, on a un show pas pire qui est vrai. » Puis, tu sais, j'en ai vu, là, à cause de Médium Large. Ben oui, puis tu y allais avec Pascal, oui. J'y allais avec Pascal, puis des fois, j'étais pas fin, puis il y a des humoristes qui étaient forts. Tu partais ton petit rire au maître. Ouais, puis là, il y avait des humoristes pas contents, moi, il y a des mails, puis là, nanana. Mais en même temps, c'était toujours de bonne foi. Je veux que leur show soit meilleur. Je veux qu'ils soient, mais je veux que ces gens-là deviennent des meilleurs humoristes qui me fassent plus rire. C'est honnêtement, c'est vraiment la bonne affaire. Puis en même temps, j'ai pas non plus la vérité. Là, non, mais il y a des humoristes qui vont proposer une affaire qui te rejoindra jamais non plus, même s'ils sont super habiles, que le monde sont heureux de les voir, puis que ça marche. Ça, c'est pas pour moi. Puis il y en a d'autres, tu sais. Que ça fonctionne. Ben oui. Puis tu sais, c'est ça. Donc, tu sais, Jay du Temple, c'était vraiment
pas pire impressionnant. Après, je vais voir David Bocage, que j'aime beaucoup. Lui, il me fait rire. Lui, tu l'aimerais. Il est full. C'est physical, c'est musical. Oui. Il est dingo. Il est fou. Complètement dingo. Ouais. Donc, il y en a des bons, mais c'est sûr que... Mais écoute, le show de Christian Bégin, ça met... C'est plus ton genre. J'ai déjà hâte de voir ça. Ça m'intéresse. Les périples d'un homme qui a tout, là. Ça m'amuse. Ah oui, ça m'amuse déjà. oui. Puis, mais lui, il a de l'humour avec ça. Il s'amuse avec ça. Je veux dire, dans le sens que il comprend le personnage qui est, puis il est capable... Il l'exploite. Il l'exploite, puis en même temps, est-ce que des fois, il se dit, ben là, on va arrêter de rire de moi? Non, mais il peut tout faire, Christian. Tu sais, je veux dire, il anime une grande table ronde, il fait des émissions de cuisine, il joue des rôles dramatiques, d'autres des comédies. Tu sais, c'est une drogue dure quand même. T'as une salle pleine devant toi, puis t'as l'espèce de vague de rire qui va jusqu'au fond. Ça te remplit, là. Mais Jean-Sébastien Girard, hein, notre ami. Ben oui, on va aller voir, là. Oui, il faut y aller. Là. Oui. Il va vivre quelque chose, là. Il ne sera plus jamais pareil. Mais là. il me l'a dit, il dit la première fois qu'il a fait le Saint-Denis, avec la soirée, il a fait un spécial pour Juste pour rire. Il dit la première blague que j'ai dit, parce qu'il dit, je suis habitué que c'était en petit studio, devant 20 personnes, 30 personnes, mais il dit, quand je l'ai dit au Saint-Denis, il dit, l'espèce de vague, le retour, ça repart, et il dit, écoute, il y a un buzz qui est difficile à comprendre. Que tu t'en veux. T'en veux encore. Mais t'en as quand même eu quelques-uns, sûrement dans des animations, des petites vagues comme ça. Oui, bien sûr. Puis au théâtre, surtout. Ça te faisait triper quand même? Ben oui. Non, je me disais, écoute, c'est noble. C'est une grande affaire. On les a fait rire à soir, là. Ouais. Tu sais, tu la vois, ils ont toute la banane d'en face, là, puis ils sont debout, là. Je suis très, très contente de ça. Je ne changerais pas de place avec personne. Je pourrais aussi faire, oh mon Dieu, Chantal, qu'est-ce que tu fais? Des galipettes, puis du... Tu sais, mais non, c'est bien de faire ça. C'est bien de faire ça. C'est ça que tu dis ça, ouais, faire rire, c'est noble. C'est vrai que c'est noble. T'sais. Pas tout le monde là, qui y arrive. Là, puis la LNI, c'était ça aussi. C'était comme je vais vomir quelque chose que j'avais sur l'inconscient. Je vais créer une histoire avec quelqu'un, puis ça va rire, franchement. Ben, tu te touches plus à terre pendant un bout de temps. Il y en a bien souvent qui disent que dans la ligue d'impro, moi, j'en ai jamais fait, ça me terrorise. Rien que l'idée de dire n'importe quoi comme ça, là, puis partir sur un délai. Mais tous mes amis qui ont fait de l'impro, ils ont dit souvent que c'est quand on va plonger vers des trucs super secrets, des trucs qu'on n'ose pas dire et que là, on les prend et qu'on les sort sur la glace, souvent que c'est super payant. Mais je comprends. Puis, mais t'as-tu fait ça, toi, ou toi, t'étais plus à t'inspirer des autres et regarder aller puis te faire paf, je sais pas, ou t'allais creuser dans... Non, j'ai déjà eu des transes où vraiment c'était quelque chose de très profond, de secret qui sortait. Puis c'était sous le couvert d'un personnage, mais je me souviens d'avoir entendu du monde dire hey boy, ça... Hein, je sais où est-ce que t'as pris ça? C'est que j'avais vu ça dans une revue quelque part. Ouais, non, c'est un vieux film de la nouvelle vague. Non, mais joue une rupture, là. Tu vas t'entendre dire quelque chose que tu as déjà entendu. C'est sûr. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. Ah, boy. Hey, OK, on s'en va à la prescription. OK, on y va, Chantal. Alors, cette liste que tu m'avais vendue un peu en avance, mais je veux que tu me l'expliques parce que, pour être franc, de tout le temps, il y en a une affaire que je savais c'était quoi. Le reste, j'avais aucune idée. Ah bon? Alors, on peut-tu y aller avec... T'avais un livre à proposer. J'ai dit Mélasse de fantaisie. Oui. C'est comme... j'ai été portée par un récit simple d'un garçon qui vient du quartier Centre-Sud, du Faubourg Amelas, et qui a décidé d'intégrer la façon dont il s'exprimait, d'où il vient, mais juxtaposait une grande poésie, une petite allégorie avec un personnage sans-abri qui croise son chemin, des choses horribles qu'il a vécues, de l'abus, de la maltraitance, de l'extrême pauvreté. Et puis, j'ai ri, puis des fois, j'ai eu le souffle coupé, puis je l'ai déposé. J'ai trouvé que j'avais
vraiment eu affaire à un grand moment de lecture. Oui, c'est vraiment fort, Puis très Mélasse fort. de fantaisie, ça, c'est un premier livre? Je pense que c'est son premier livre. Il l'écrit, il dit, tu sais, qu'il a bisouné, qu'il a essayé de faire plein d'affaires et que voici son premier roman, puis on le tient entre les mains, puis tu fais, hey, là, il y en avait dans lui, mais c'est bien sorti, canalisé. Là. OK, parfait. Alors ça, on note ça. Ensuite, un film... Moonage Daydream, que tu es allé voir. Moi, je me suis pas encore lancé là-dessus. Ça, c'est en IMAX. J'ai vu ça en IMAX toute seule parce que c'est ce que je voulais. Tu sais, moi, je fais une chance, ma foi du Saint Christ, que je suis tombé sur David Bowie. Dans les années, fin des années 60-70, tu sais, il y a du monde comme ça qui t'ont permis de voir la vie, avec un petit regard de côté. Ouais. Tu viens de la banlieue, puis ce qui est le fun, c'est d'aller voir les gars jouer au hockey. Puis, tu sais, tu peux t'ennuyer beaucoup là, quand t'es jeune. Puis, tout à coup, il y a une musique, puis un personnage. Et il y a beaucoup de préjugés autour du personnage, à mon époque, là, tu sais. Mais moi, je suis complètement fascinée. Ce dandy un peu androgyne. Ces chansons-là qui s'adressent à toi, mais qui, en même temps, c'est un petit peu métaphorique sur... Puis, j'ai toujours aimé beaucoup sa musique. Puis là, il est particulier. Il est mort en faisant la mise en scène de sa finalité. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Il va y en avoir un biopic, là, qui va peut-être être beau, avec un acteur transcendant, puis de la musique, puis des belles images. Mais ça, cette espèce de courte pointe, là, de collage, un peu anecdotique, sa voix à l'arrière qui parle, tu l'entends. Et puis juste sur de la musique, puis l'époque... J'ai trouvé ça assez brillant. C'est pas du tout une introduction. Si tu le connais pas, va pas voir ça parce que c'est comme un long intermède, là, tu sais. Ah, okay. Mais j'étais contente d'être là, tu sais. J'ai fait, bon, t'es là, tu peux pleurer, t'es tout seul. Puis, parce que puis toi, je présume que David Bowie, c'était ton adolescence aussi. T'as découvert ça dans cette époque-là? Ah oui, quand j'ai 12-13 ans, mais il suit, par exemple, parce que justement, non, mais il n'a jamais arrêté. Ça, il a jamais arrêté. Puis il y a encore des albums qui sont cachés, qui sont dans le vault, là, peut-être, je pense, une dizaine, que la famille compte sortir peut-être quelque chose aux 5-6 ans. Puis c'est ça, comme Prince, en fait, même chose. Là, mais ça c'est complètement fascinant. Donc, tu recommandes fortement ce film? Si on l'aime, bien sûr. Faudrait que j'aille voir ça. Ouais. Excellent. Série Veneno. Oh, Veneno! Ça, là, c'est vraiment... Regarde, j'en parle ici. Moi, j'ai vu Veneno avec un de mes amis qui me dit « Chantal, c'est sûr que tu vas aimer Veneno. » Puis on dirait que quand il me dit « Tu vas aimer ça », je le regarde puis j'aime ça. Je pense que j'ai vu ça sur Crave HBO. C'est une série espagnole et c'est une fiction documentaire à propos d'une des premières trans qui devient vedette. Puis Cristina Oritz, je me souviens pas c'était quoi son nom de garçon, qui venait de la campagne profonde en Espagne, société machiste, homophobe et tout ça, mais qui va devenir trans, la honte de sa famille, et qui va faire les talk shows parce que la Veneno, elle a pas de filtre. Elle dit n'importe quoi, elle divertit, puis en même temps, tous les enfants du monde, tous les garçons qui se sentent qu'ils sont pas nés dans le bon corps, ils la vénèrent, tu sais. Puis ça finit mal. Puis elle est caractérielle. Puis, mais tu as des images de la Veneno. Moi, je suis tombée dans un vortex. J'arrêtais pas d'aller chercher des vraies images de la Veneno. La réelle. La réelle, qui avait vraiment donné des talk shows et tout ça. Puis c'est espagnol. C'est bigarré, c'est fougueux, c'est criard, c'est tonitruant. Puis tu sais, il y a des scènes où c'est vraiment des trans... qui sont âgés, qui étaient amis avec la Veneno dans le temps, puis qui se font une grosse paella, puis ça a quelque chose de félinien, puis tu sais, j'étais là, je disais à tout le monde, regardez, je me sentais tout seul, je me sens encore tout seul, parce que des fois, je disais à quelqu'un, l'as-tu vu, Veneno? Ah, j'ai pas pris le temps, puis tu sais, quand tu... puis à un moment, moi, j'haïs ça, à un moment donné, quand j'aime quelque chose, puis tout le monde se met à aimer ça, on dirait que j'aime un peu moins ça. Je le sais. Mais ça, il reste moi puis Mathieu Potvin, là, on plébiscise Veneno. Puis... mais là, tu me donnes le goût. Donc, c'est un peu trash, hein? C'est un peu trash. Mais c'est juste une mini-série, il n'y a pas plusieurs saisons, c'est juste une série sur... C'est une série, une fiction documentaire, oui. Mais une fiction, parce que c'est réincarné par des acteurs. Par des acteurs. La Veneno est morte. Oui. Et puis, il y a un acteur qui le fait, mais des fois, tu vois des images. Clips, oui, oui, puis faisait le tapin dans un parc. C'est à Madrid ou Séville? Là, j'oublie. Mais il y a une espèce de
colonne hommage avec une plaque commémorative. Puis OK. mon ami qui a eu ce grand élan pour la Veneno, il marche dans le parc. Et puis, il tombe là-dessus, puis il m'envoie juste... C'est merveilleux quand même, Messenger, tu sais. Il pleure en voyant la plaque de la Veneno, puis je pleure chez nous, puis c'est beau, tu sais. Ouais. Ça, c'est ta déclaration du monde virtuel. Ah, mais C'est-tu non, beau, le mais virtuel? ça peut être poche, mais ça peut être fantastique. Belle photo sur Oui. Messenger. Ça m'a eu. C'était lui live, là. Regarde, qu'est-ce que je viens de voir? Elle est là. Christina, tu sais. Fait que, écoute. Ouais. T'es capable de pleurer pour des affaires de même, quand même. Oh oui. Tu pleures beaucoup? Oh oui. Ah Ben oui, moi, regarde, faut rire puis il faut pleurer. Parce que, non, sinon, on va imploser. Ah non, non. Ouais, ouais. Puis j'ai plus de complexe, j'en ai plus. Avant, oui, j'étais là, je me suis mordu le dedans des joues souvent, me suis retenu, puis OK. maintenant, écoute, pas en tout, Mais tu dois pas en bien tout. pleurer en plus. T'as dû, avec Ah, les ça cours de vient du théâtre. cœur. Pour terminer, il y a le show Sparks. Ah oui! Ah, ça, c'est parce qu'on était dans quelque chose pendant la pandémie, hein? Ouais. On voyait pas les choses de la même façon, on les recevait pas de la même façon, on avait tout le temps devant nous, puis il y avait une forme d'ennui, puis une forme aussi, pour moi, un emportement, un plaisir à faire. J'ai le temps de regarder cette affaire-là, là, parce que j'ai pas d'heure pour me coucher, puis j'ai pas de lunch, j'ai pas, tu sais, il faut essayer de trouver quelque chose de beau là-dedans, parce que c'est juste angoissant. J'ai des jeunes adultes dans le sous-sol, ils vont pas bien, mais bon. Et puis, j'écoute de la musique, je vais chercher toutes sortes d'affaires, puis tout d'un coup, je vois ça. Je fais « Ah, mon Dieu, c'est une chanson des années 70 que j'ai entendue, que j'adorais. » Et puis là, je regarde le vieux clip. Puis là, je me mets à fouiller. Puis je les vois l'affaire plus vieux, puis plus vieux. Et là, je fais le lien que ces gars-là, les Sparks Brothers, qui sont deux Californiens, finalement, ont fait plein de tunes que je connais, mais que je n'avais pas reliées entre elles, puis qui n'ont pas une grosse gloire, là, comme... Non. C'est pas David Bowie, mais c'est des génies. C'est des génies de la musique. C'est exactement le genre d'artiste, moi, ça me parle. C'est comme quand j'entends David Bowie dire que presque à peu près toute sa vie, il n'y en avait pas de maison. Il se promenait d'une place à l'autre, puis il était juste dans... Ça me... c'est ça que j'aurais voulu, tu comprends? Ah, J'avais ouais. juste pas assez de talent, bâtard, tu sais. Mais, De te promener de place en place, de pas avoir oui, d'attache. juste être là-dedans. Mais tu sais, en même temps, tu veux des enfants, puis tu veux une porte patio. Fait que Chris va travailler, puis revient chez vous platement de même. Là. Mais les Sparks Brothers, je vois que il y a un documentaire sur eux. Je dis, ben mon Dieu, Ouais. 2h30. Ben, je le regarde 3 fois de suite, en boucle. Ah, ouais. Parce que je suis fascinée, je les aime, je redécouvre des chansons que je connaissais, puis d'autres que je connaissais pas, puis je me mets à juste, tu sais, là, monomaniaque, là, pendant des mois de temps. Mais en plus, ça va tout avec ce que on a parlé aujourd'hui. Là, ce sont des personnages de scène Ben oui. tellement rigolos. Puis là, il arrive à Toronto, puis je fais, je prends un billet, là, je fais ça, là. Moi, je m'en vais voir ça avec mon gars, là, de 17 ans. T'es allé? Oui, puis tu sais, j'ai revécu la même affaire que quand j'étais adolescente. Maintenant, oui, j'en ai vu beaucoup de shows, puis je suis pas tout le temps rentrée avec le cœur tout ouvert, là, puis mes idoles vont apparaître. Mais là, c'est ça qui est arrivé. Mes idoles sont apparues. 2 petits monsieur, Ah ouais, tu sais, proches de 80. J'ai vu des extraits. Une grande humilité, là, une grande humilité, puis une créativité. Tu sais, ils ont touché vraiment toutes les sortes de... indépendants. Ah ouais, carrément. Franchement, là, c'est dur de pas faire. Ah, je vais les employer. Je l'ai vu dans mon sous-sol. Ah ouais. Ouais. OK, ben écoute, moi j'avais vu le documentaire, mais t'as vu le show en plus. Ouais. Ils sont venus c'était quand? À Toronto, c'était en avril l'année passée. Oh my God, puis ils n'ont pas fait de rang à Montréal finalement. Non, parce que, tu sais, chaque fois que je dis Sparks, non, je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui. OK, surprenant. Ouais. Eh ben, merde, en tout cas, très cool. Hey, Chantal, Hey! c'était-tu Fallait- ta première fois que tu faisais un podcast comme ça, ou à air libre, pas scripté, et on jase? J'en ai fait quelques-uns. C'est tellement plus le fun que t'as ton 5 minutes dans un talk show là, où tu sors Non, puis je t'as sais, l'impression je sais. d'avoir avalé trop vite. Là, tu l'as pogné dans mais le moi, gorgoton. Mais c'est pour ça que j'ai lancé Ouais. ça. Là, Ben tu sais. oui. Puis c'est tellement... Écoute,
C'était tellement le fun. C'est sûr, je vais te réinviter. Mais puis on continue de parler d'un paquet d'affaires. Mais sur ça, ben, on te suit à la radio, on te suit à Infoman, on te suit à Culturama. Ben, bref, tout le monde le sait déjà. On va peut-être faire une émission à un moment donné. Ben oui, ce serait le fun. Oui, c'est toujours ça qu'on a voulu refaire. Mais là, chacun a pris son chemin. Mais... On appelle Jean-Sébastien, là, on voit ce qu'on peut faire. Oui, Pitch Chip. Puis toute la gang. Là. On verra bien. Tu sais, un revival de quelque chose qui n'a pas vraiment existé. Exact. C'est bon en tabarouette, ça. Ah non, c'est toujours... les comebacks on non va voulus, inventer là. des souvenirs qu'on n'a pas. Mais ceux qu'on a sont très beaux. Exact. Hey, merci, Fred. Merci, ça fait plaisir. À bientôt. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.